Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le podcast dédié à la croissance des business industriels. On va parler marketing aujourd'hui, on va parler plutôt SEO. J'ai le plaisir de recevoir Anthony Téché de la société SEO Quantum. Quantum, c'est du latin. Déjà, tu m'as largué, Anthony, là, sur le mot de la boîte. On va parler donc SEO et on va surtout essayer de voir comment survivre à l'avenir du SEO. Il y a beaucoup de changements qui se passent en ce moment, enfin depuis quelques années dans le secteur du référencement naturel. Si vous vous posez des questions sur la façon d'optimiser votre positionnement sur les moteurs de recherche, la façon d'organiser vos contenus, vous êtes au bon endroit parce qu'on a avec nous aujourd'hui un expert du sujet. Anthony, merci d'être avec nous. Merci Karim. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire qui tu es, quel a été un petit peu ton parcours pour devenir l'expert du SEO que tu es aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, je suis, comme tu l'as dit, Anthony, je suis fondateur en fait, d'un outil qui s'appelle SEO Quantum. Avant d'avoir créé l'outil, en fait, j'étais à la tête d'une agence de développement web digital et justement de référencement pendant plus de 10 ans. Et puis, au cours du développement de cette entreprise, j'ai développé cet outil qui permet en fait d'optimiser le référencement par des contenus performants. Voilà. Et donc, je me suis séparé de mon entreprise l'an passé. Et là, je suis pleinement sur ton projet SEO Quantum. Exactement. Et donc, c'est un outil, tu peux nous en dire d'un petit peu deux, trois mots. C'est un outil qui permet de faire quoi, en fait, cet outil? Ça permet en fait d'enrichir les contenus par des champs lexicaux complémentaires qui vont permettre en fait de travailler le référencement pour montrer au moteur de recherche justement que le contenu qui est produit est performant pour un mot-clé, une expression clé donnée. Et ça permet également de travailler ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire les mots-clés avec 3 ou 4 mots à l'intérieur. D'accord, donc c'est un outil déjà un petit peu de… Il faut déjà s'y connaître un petit peu en SEO quoi, pour l'utiliser. Exactement. Voilà, il faut savoir ce que c'est qu'un mot-clé de longue traîne, ce qui n'est pas encore donné forcément à tout Oui. le monde. Mais il faut quand même avoir un peu de base du SEO et on est sur un outil qui est vraiment pour optimiser un petit peu les contenus qu'on va pouvoir avoir sur son site web, c'est ça? Exactement, c'est pour optimiser en fait les pages. Sur la partie référencement, il y a vraiment 3 piliers. Donc, il y a la partie, on va dire, qui compte pour 10-15%. On a la partie technique. Après, tu vas avoir pour 40-50% de la note, on va avoir la partie qui est liée au contenu du site. Et puis le restant de la note va être ce qu'on appelle l'autorité, donc tout ce qui est travail sur les réseaux de liens entrant vers le site. Donc là, en fait, l'outil SEO Quantum se limite, on va dire, à la partie contenu, création de contenu performant. Ok, c'est super. En tout cas, félicitations pour cette réussite. Je crois savoir en plus que SEO Quantum est en forte croissance. En tout cas, tu as un outil qui a plutôt une très très bonne réputation quand on recherche un peu des infos sur ces sujets-là. Et félicitations pour ça parce que c'est aussi Merci. une aventure entrepreneuriale. Donc, je suis super content pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution du SEO ces dernières années? Alors, on entend un peu beaucoup de choses là-dessus. Il y a plein d'experts autoproclamés. Tout le monde a sa petite recette. Comment a évolué le SEO, le référencement naturel ces dernières années? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Comment on peut… voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Dans des mots simples, s'il te plaît. Oui, je dirais que le SEO à la papa est terminé. C'est-à-dire que c'était le SEO où à une époque, on travaillait en fait sur une seule page, on va travailler un seul mot-clé. D'accord. Et on faisait des listes 50, 100 mots-clés et à chaque fois, on créait une page, un mot-clé, une page, un mot-clé. Et l'objectif, en fait, était d'avoir un seul mot-clé et de positionner sa page dans les premières positions du moteur de recherche avec ce mot-clé. D'accord. Donc, on mettait le mot-clé partout dans la page et puis on mettait des liens. Exactement, on le mettait 5, 10, 15, 20 fois, on le répétait. Ce sont des techniques en fait aujourd'hui qui sont proscrites puisque ce sont des techniques de spam.
D'accord. Et le moteur de recherche, enfin les moteurs de recherche, ici on parle surtout de Google parce qu'en France, Google représente plus de 95% des Les recherches. recherches, ouais. Et notamment donc, Google, ces dernières années, a fait évoluer en fait son algorithme et a intégré dans son algorithme l'intelligence artificielle, notamment avec des mises à jour qu'on appelle RankBrain et Colibri, Ok. qui visent à comprendre l'intention de recherche qui est cachée derrière le mot-clé. Alors, pour Tu expliquer, es en par train de nous exemple, expliquer que ouais, Google est capable de savoir ce qu'il y a dans ma tête. Quand je vais taper quelque chose dans le moteur de recherche, il devine déjà mon intention. absolument, absolument. Par exemple, j'avais un client qui vendait des toboggans et des balançoires. Donc, bon, on est un peu plus ou moins loin du monde industriel. Ouais, ouais, mais c'est pas grave. Et il me dit, Anthony, je veux être présent donc, sur jeu d'extérieur. Et en fait, l'internaute, quand il va taper jeu d'extérieur dans le moteur de recherche, ce qu'il cherche réellement, c'est des idées de jeu pour occuper les enfants Pour sortir avec sa famille le week-end le week-end. et Des trouver jeux de des petits jeux. ballon, des jeux de marelle, et pas forcément de la vente de toboggans et de balançoires. Donc à ce moment-là, il faut adapter la stratégie de contenu en proposant, par exemple, le top 10 des jeux de ballon, de balançoires, des jeux de ballon pour occuper les enfants, et ensuite, en pied de contenu, faire Faire un une lien connexion. vers ton produit ou vers ton. Exactement, Hmm. c'est ça. Donc, en D'accord. fait, donc voilà, donc le moteur de recherche arrive maintenant grâce aux intelligences artificielles, à ce qu'on appelle le machine learning, deep learning, à comprendre l'intention, ce que veut l'internaute caché derrière, enfin c'est l'intention qui est cachée derrière le mot-clé, et tout ça en fait par des algorithmes qui analysent finement le comportement de l'internaute sur le moteur D'accord. et également après sur le Donc, en fait, Google, ce qu'il fait, c'est qu'il collecte les comportements de tous les internautes qui vont faire cette requête-là, jeu d'extérieur, par exemple, sur l'exemple que tu nous as donné. Mhm. Et à un moment donné, il arrive à déceler dans la data une tendance. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est ça le machine learning? Oui, en fait, si tu veux, il va analyser, par exemple, il va essayer pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines à mettre des contenus en avant. Si ces contenus sont pertinents, le moteur va les laisser à leur place. S'ils ne sont pas D'accord. pertinents, il va les baisser dans le classement. Et Donc, c'est comment fait il sur. fait pour savoir si c'est pertinent, justement? Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est le pogo sticking, c'est-à-dire il va mesurer. On dirait le film des inconnus, là. Tu commences à me sortir des noms scientifiques, là. En fait, le moteur va mesurer le temps que va rester l'internaute sur une page. D'accord. Si justement l'internaute arrive sur une page et Google voit qu'il revient directement sur le moteur de recherche, Donc, il on a un peu considère de que le rebond. résultat n'était pas pertinent et que, effectivement. Exactement. D'où en fait toutes ces techniques aujourd'hui de mise en avant et de travail sur le contenu des sites, puisque plus on va capter l'intention de l'internaute et mieux on va se positionner indirectement, en fait, c'est une conséquence indirecte, et mieux on va se positionner sur les moteurs de recherche. D'accord. Donc ça, c'est une tendance de fond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un moteur comme Google, il comprend nos intentions et il adapte les résultats en fonction. Donc ça veut dire que le créateur de contenu, celui qui va sur nos sites internet, par exemple, dans nos billets de blog, bah, comment on peut répondre à cette tendance, à cette attente du moteur de recherche? Je pense qu'il faut vraiment analyser le cycle. Alors, il faut faire une analyse à la fois sur ce que cherchent les internautes de ta cible, mais également faire une analyse sur le cycle d'achat. C'est-à-dire que quand tu vas proposer un contenu, le contenu, il faudra le proposer au bon moment lorsque l'internaute est suffisamment prêt. On distingue différents niveaux. Alors, je ne sais pas comment chez vous, vous fonctionnez, mais en tout cas, en SEO, on distingue trois grandes familles. On a des requêtes qui sont plutôt typées ce qu'on appelle informationnelles. Donc, l'internaute va chercher vraiment de l'information et pas forcément à faire une transaction. Ensuite, il y a les contenus plutôt commerciaux, où là, l'internaute est un peu plus mature et il va aller chercher tout ce qui est comparatif, guide d'achat. Et ensuite, on termine par ce qu'on appelle les requêtes transactionnelles. Là, on va avoir des landing Là, il pages. cherche un prestataire ou un fournisseur. Ouais. Exactement. Alors, en fait, on a exactement la même chose. En fait, du coup, dans la méthodologie un peu inbound, c'est exactement les mêmes. Enfin, en fait, ça correspond au parcours d'achat de l'acheteur d'aujourd'hui. J'ai un problème.
avant de chercher directement. Moi, je prends souvent l'exemple du médecin. J'ai mal au bras, je vais taper dans Google douleur au bras droit. Je ne vais pas taper dans Google adresse d'un kiné parce que je ne sais pas encore s'il me faut un kiné. Donc, je vais taper dans Google douleur au bras droit et puis je vais petit à petit commencer à lire un certain nombre d'informations sur les origines possibles d'une douleur au bras droit. Nous, c'est ce qu'on appelle la phase d'awareness, c'est-à-dire qu'on est en phase d'attention, de prise de conscience de son problème. On va poser à Google des questions qui sont plutôt relatives sur essayer de diagnostiquer quel problème j'ai. Pourquoi j'ai mal au bras, d'où peut venir cette douleur. Ensuite, on va arriver à comprendre quelle peut être la cause possible. On va éliminer certaines causes, donc en lisant tous ces contenus. Et là, on sait que la douleur va peut-être provenir d'une tendinite, par exemple, si je prends cet exemple-là. Et à ce moment-là, on va commencer à chercher les remèdes possibles pour soigner la tendinite. Donc, j'ai la kiné, j'ai la naturopathie. Enfin, il y a plein de façons de soigner la tendinite. Et enfin, c'est ce que tu disais sur la troisième phase un peu plus commerciale. Quand j'ai décidé que j'ai besoin de voir un kiné ou un ostéopathe, là, je vais chercher quel ostéopathe me recommandez-vous sur Valence ou sur Paris ou sur telle ou telle ville. Donc, ça correspond un petit peu à ça. Donc, ce que tu expliquais, c'est qu'il faut qu'on arrive, donc, si je t'ai bien compris, à produire des contenus qui correspondent à chacune des étapes du parcours potentiel de nos clients, quoi. Exactement. Enfin, nous, on appelle ça, enfin, moi, j'appelle ça le cycle d'achat avec les différents niveaux de maturité. Et en fait, pour pouvoir maximiser, on va dire, c'est comme un entonnoir, pour maximiser en fait, la conversion au bout de l'entonnoir, il faut que l'internaute t'ait connu tout le long de ce parcours. Et il puisse avoir trouvé du contenu en début d'entonnoir comme à la fin de l'entonnoir. Ouais. Et puis, on ne sait jamais à quel moment va arriver un internaute sur notre site. Il peut très bien arriver en ayant déjà effectué potentiellement une grosse partie de son parcours et donc arriver plutôt sur la phase je choisis une agence ou je choisis un médecin par rapport à un problème donné, quoi. Oui. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'attirer une audience, enfin, avec en tout cas le SEO et grâce aux mots-clés, c'est vraiment d'attirer une audience ultra qualifiée et de savoir capturer. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le mot à employer, c'est capturer son attention, puisqu'aujourd'hui, l'information sur Internet est vraiment, comment dire, plus qu'abondante. Et il est vraiment de plus en plus difficile d'attirer l'attention. Et c'est l'attention, en fait, qui vaut cher. Et donc, d'ailleurs, il y a une expression anglaise, je crois que c'est pay attention. Pay for attention, no pay attention. Voilà, et on paye en fait l'attention. Et je pense que Google l'a bien compris aujourd'hui. D'accord. Ok. Donc, ça a beaucoup changé effectivement avec l'époque des mots-clés où il suffisait de. Et puis, je crois qu'il y avait pas mal de boîtes qui ont bien vécu là-dessus aussi, hein, sur le fait d'optimiser des pages en mettant ou de créer tout un tas de pages, parfois cachées d'ailleurs. On ne les voyait même pas forcément dans l'arborescence du site. Il n'y a que Google qui voyait ces pages-là. Donc, tout ça, tu nous confirmes qu'aujourd'hui, c'est considéré quasiment comme du spam, Oui. ou en tout cas une tentative de triche. Alors moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les gens qui vont vraiment produire des contenus pertinents par rapport aux intentions de leurs clients potentiels, donc du coup, ça fait un peu le ménage. Si je produis des contenus pertinents, je vais être trouvé. C'est pas celui qui va avoir les meilleures astuces ou qui va tricher le plus qui va pouvoir être positionné. C'est vraiment celui qui va avoir les contenus les plus pertinents par rapport à ce que recherchent les visiteurs. Donc en gros, c'est vraiment le client ou le visiteur qui prend la décision, là, qui nous classe finalement dans Google. Oui, et puis c'est le business model de Google. Google doit fournir un contenu pertinent aux internautes. Sinon, on arrête d'utiliser le moteur. Si on n'est pas content des résultats de recherche, on arrête d'utiliser Google. Et effectivement, il a tout intérêt à ce que quand on tape quelque chose dans le moteur, on trouve la bonne info. Ok pour l'évolution. Donc là, on vient de commencer à parler d'un peu de web, en tout cas de ce qu'on appelle de sémantique. Donc, comment on peut faire pour… je vais prendre l'exemple qui est la plupart du temps le cas qu'on rencontre, nous, chez Neil, quand on discute avec des boîtes industrielles. Je suis une PME industrielle, j'ai un site Internet. J'aimerais bien, on va prendre un exemple, je vends je sais pas moi, des machines. Comment je peux démarrer une démarche pour adapter mon site, pour optimiser mon site par rapport à cette nouvelle donne en termes de référencement naturel? Par quoi commencer? Quels sont tes conseils? Qu'est-ce que tu recommanderais? Je pense que je commencerai par une première phase où on va auditer en fait ce que cherche l'internaute dans la niche.
pour voir justement faire un différentiel entre ce que j'ai actuellement en place sur mon site et ce qui manque. Alors, généralement, dans le milieu industriel, Tu peux le dire, tu peux le dire. on va Les gens avoir sont conscients. ayant travaillé un petit peu dans ce milieu, on va avoir que ce que j'appelle le site plaquette. Ouais, on a un fameux site plaquette ou le site vitrine avec Oui. sommes Exact. nous, nos produits, on est les meilleurs et on travaille ici. Ouais, c'est malheureusement encore très souvent le cas. Ouais. Il faut, je pense, faire évoluer les choses et vraiment se mettre à la place du client final, pas forcément de De l'entreprise, l'entreprise. et de répondre à ses attentes. Donc, faire une recherche en fait sur les mots-clés ou expressions clés que l'internaute emploie et faire un espèce de différentiel, voir, OK, j'ai mon contenu qui est actuellement en place sur le site et il performe, ou alors je n'ai pas encore de contenu et à ce moment-là, mettre en place une stratégie de contenu pour Pour combler combler pour répondre les aux trous. questions. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il suffirait, enfin, il faudrait commencer par lister toutes les questions que peut se poser un client potentiel. Donc ça, qui peut répondre? Moi, je pense que les commerciaux peuvent être bien placés pour vous donner Mm. quelques idées de questions qui sont posées au cours du process. Nous, on recommande et on fait systématiquement, en tout cas, on essaie de faire systématiquement des interviews de clients. Et ça, c'est quelque chose que font très rarement les entreprises. Interviewer vos clients, dresser ce qu'on appelle des personas, on rentre dans des sujets un peu plus techniques, mais le persona, c'est un espèce de portrait robot de votre client. Qui il est, est-ce que c'est un homme, une femme, quel âge il a, quel niveau d'études il a. Tout ça, c'est des infos importantes parce que ça vous permet aussi, je pense que tu ne vas pas me contredire, Anthony, mais de faire en sorte que les contenus soient adaptés aussi au langage, au niveau de langage de la personne qui va lire. Si vous vous adressez, je ne sais pas moi, si vous vendez des produits dans le BTP et que vous vous adressez à des maçons, ben, on ne va pas s'adresser à des maçons de la même manière qu'on va s'adresser à des ingénieurs dans un bureau d'études. Je pense que le vocabulaire n'est pas le même. Les intentions ne sont pas les mêmes quand ils vont taper quelque chose dans Google. Donc ça, c'est vraiment super important peut-être de commencer par ça et de lister toutes ces questions comme tu disais. Ouais, je te rejoins vraiment là-dessus. Quoi. Et je dirais même plus que en fait, la sémantique et là, justement l'intérêt d'un outil comme SEO Quantum, c'est vraiment de comprendre, donc d'une part, l'intention cachée derrière l'expression clé, mais aussi d'utiliser le bon vocabulaire, le bon champ lexical pour répondre à une expression clé. D'accord. On prend souvent en fait dans le milieu du SEO l'exemple du Jaguar. Quand je parle du Jaguar, enfin Jaguar, enfin, en tout cas l'expression clé Jaguar, on ne sait pas si on parle de la voiture de la marque ou si on Ou de parle de l'animal. l'animal. Et Ouais. après avec en fait ce qu'on appelle le champ lexical, le champ sémantique autour du mot Jaguar, on va pouvoir en fait établir si c'est plutôt de la voiture. Si je dis Jaguar, roue, moteur, là on comprend qu'on parle de la voiture. Ouais. Ou alors si je parle de fauve et de pattes, là on va comprendre qu'on est dans un champ lexical plutôt de l'animal. D'accord. Donc, du coup, adapter le contenu par rapport à ces champs lexicaux-là. Oui. Et ça permet aussi de travailler ce qu'on appelle alors, la longue traîne. La Mhm. longue traîne, ce sont les expressions clés qui sont supérieures à 3-4 mots. Ou acheter une Fiat 500 d'occasion rouge. Ça va être une expression clé de longue traîne. L'avantage avec la longue traîne, c'est qu'on est ce qu'on appelle au bout du tunnel de conversion, puisqu'en fait, l'internaute va préciser au maximum dans sa requête de recherche son besoin. Donc en fait, Celui qui va taper ça, en général, c'est quelqu'un qui a une idée déjà extrêmement précise de ce qu'il cherche. Donc, si oui, on est là à ce moment-là, on a des fortes chances de l'attirer chez nous. Quoi. absolument. Et puis la sémantique est là également pour travailler. En fait, tu travailles tout ça sur un seul. Maintenant, on va plutôt travailler ça sur un ou deux contenus différents. Et aujourd'hui, alors avant, on travaillait, comme j'expliquais, un mot-clé, une page. Aujourd'hui, une page en moyenne va générer entre 180 et 250, 300 mots-clés. D'accord. Donc, on ne travaille plus du tout de la même façon, on travaille plutôt sur des contenus longs et très riches au niveau de la sémantique pour pouvoir performer sur plusieurs centaines de mots-clés.
Ok. Alors justement par rapport à ça, nous, tu le sais, on a déjà échangé là-dessus. On travaille beaucoup avec, enfin on travaille même quasiment uniquement avec la plateforme HubSpot. Mhm. HubSpot, il y a quelques temps justement, bah, ça confirme un peu ce que tu dis. C'est ils sont en train de, je crois que c'est la FAME qui vont l'abandonner. Ils sont en train d'abandonner leur outil de mots-clés, parce qu'au début il y avait un outil où tu pouvais choisir des mots-clés, optimiser ta page avec ces mots-clés, ce que tu disais tout à l'heure. Mhm. Et ils l'ont remplacé par un outil qu'ils appellent la stratégie de contenu, qui consiste à créer ce qu'on appelle des topic clusters, enfin des, je ne sais pas comment on le dit en français, je crois que je crois sur ton site avoir lu Cluster thématique. des clusters thématiques. Voilà, donc l'idée c'est de regrouper les thématiques ensemble, si j'ai bien compris le fonctionnement, Mhm. et par rapport à une thématique qui peut intéresser un de mes clients ou un de mes prospects, je vais vraiment essayer de couvrir l'ensemble du sujet et construire une espèce de noyau Mhm. un peu indépendant. Tu peux nous en parler un petit peu de ces topic clusters ou de ces clusters thématiques et pourquoi c'est important en fait aujourd'hui? Et surtout, j'aimerais bien que tu nous dises aussi quel est l'impact sur l'organisation de son site web, parce qu'on a Oui. souvent tendance, quand on fait un site, à faire un sitemap, à faire une arborescence en disant on va parler de ça, 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 ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu dépassé comme approche, c'est qu'il faut plutôt partir des questions des internautes, des questions auxquelles on va répondre à travers le parcours d'achat et ensuite peut-être organiser l'arborescence du site. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Alors, aujourd'hui, on avait en fait, si tu veux, auparavant, on avait des sites, alors techniquement, comme des WordPress ou des choses comme ça, on allait créer des sites et tous les contenus, les billets de blog étaient créés de façon, on va dire, anarchique. C'est-à-dire que tu allais D'accord. avoir un billet sur un thème, puis le billet suivant avec un autre thème et avec les liens entre billets qui n'ont pas forcément de rapport. Hmm. Donc, en fait, le résultat final, c'est qu'on avait un blog qui ne manquait pas de contenu, on avait une diversité de contenu très importante, mais il n'y avait aucun Aucune schéma structure, organisationnel aucun clair, schéma en fait, organisationnel. à travers ce contenu. Donc, en fait, on arrivait à avoir des thèmes qui étaient très proches et qui se faisaient concurrence entre eux. Donc, c'est de là qu'est né en fait ce qu'on appelle le cluster thématique, c'est de donner une organisation vraiment claire au niveau d'une thématique et d'aborder une thématique sous différentes facettes pour pouvoir répondre à un maximum possible à l'intention de l'internaute. D'accord. Comme tout à l'heure je vous disais, de capturer son attention. Ok. Alors, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que il y a un truc qui m'intéressait dans ce que tu as dit avant, c'est que nos propres contenus, mes propres contenus, si j'ai plusieurs billets de blog qui parlent un peu de sujets similaires, ils peuvent se faire concurrence, en fait. Oui, absolument. Comment c'est Euh, possible? En fait, admettons que tu travailles une requête clé et que sur un premier billet et que sur un second billet, tu utilises un champ lexical qui est très proche, le moteur de recherche va mettre ces deux pages dans son index. C'est ce qu'on D'accord. appelle la alors je ne sais plus du nom. Enfin, Canal- bref, voilà, c'est La ça. canalisation, ça c'est autre chose. En fait, tu as deux pages qui se font concurrence et en fait, le moteur de recherche ne saura pas donner de pertinence à l'une D'accord. ou à l'autre. Et du Et coup, tu perds sur les deux tableaux, en fait. Il n'y en a aucune exactement. qui va sortir du lot, quoi. Tu n'en as aucune des deux qui va être mise en avant. Et donc là, tu vas voir, tu te fais toi-même auto-censurer Ok. puisque tu n'as pas travaillé correctement tes contenus. Et à ce moment-là, il vaut mieux supprimer ou réécrire un de ces contenus pour pousser l'autre page En avant, quoi. en avant. Mais ce qui est plus important en fait avec la partie avec les évolutions aujourd'hui et justement avec le cluster thématique, comme tout à l'heure on disait que le moteur de recherche comme Google étudie en fait le comportement de l'internaute. L'objectif avec le cluster thématique, c'est de prendre l'intention de capturer cette intention de l'internaute via un mot-clé et ensuite de garder l'internaute sur le site et de lui proposer en fait un contenu Qui va comment dire l'aider à avancer dans dans son son cycle, parcours voilà, dans son parcours d'achat. d'achat. Et tu vas garder un maximum de temps possible l'internaute sur ton site. Tu vas avoir des meilleures positions dans le moteur de recherche parce que indirectement, tu auras répondu à son besoin. Et toi, derrière, tu l'as fait avancer dans son parcours d'achat.
D'accord. Et concrètement, si tu as un exemple en tête, je sais pas, c'est un vendeur, je sais pas si tu as des exemples en tête, mais je sais pas, moi je vends je vends encore une fois, je prends l'exemple de fabricant de machines, je vends des machines à emballer des produits. Euh, Mhm. donc les problématiques de mon client, ça serait trouver comment emballer certains types de produits, etc. Donc la question, elle pourrait être déjà partir de là et ensuite on essaye de couvrir l'ensemble des questions que pourrait se poser la personne. Oui, C'est un peu ça, si j'ai compris? oui. Après, tu pourrais avoir aussi une question sur le pourquoi. Généralement, ils vont commencer d'abord par le pourquoi. Pourquoi D'accord. je dois faire telle action. Ensuite, tu vas avoir le comment. Mais le comment peut être divisé en plusieurs grandes sous-thématiques. Mais en fait, tous tes contenus que tu vas créer devront être liés entre eux par un cheminement logique pour pouvoir en fait D'accord. accompagner Ok. ton internaute. Ok, ok. Et donc, moi, ce que j'ai vu dans l'outil, notamment de stratégie de spot, c'est qu'ils ont mis en place il faut définir ce qu'ils appellent une page pilier, ou un pillar content. Et a Ok. priori, les autres contenus sont des contenus qui vont un peu graviter autour et qui vont supporter cette page pilier. Donc, si j'ai bien compris, c'est qu'on cherche à mettre en avant cette page pilier, Oui. un peu le cœur du dispositif. On veut amener l'internaute là-dessus et on va utiliser tous les autres contenus pour pousser cette page pilier en termes de référencement. C'est ça? Exactement, en fait, tu vas pousser cette page pilier. Il faut se dire que l'internaute peut également arriver par une page qu'on appelle une page enfant. Ouais. Donc, il ne Euh, va pas forcément arriver sur la page principale. oui, justement, voilà, avec tout ce qui est longue traîne, il peut arriver en fait avec des mots-clés longue traîne sur une page enfant. La page enfant va pousser alors, d'un point de vue maillage, c'est-à-dire d'un point de vue de lien vers la page parent, mais D'accord. va aussi pousser l'internaute vers cette page parent, puisque cette page parent, c'est une page, comme tu dis, pilier, et qui regroupe l'intégralité du dossier thématique. D'accord. Donc, l'internaute qui a pu trouver une information en arrivant par une page revient sur cette page parent, ça lui ouvre un dossier et il peut trouver des informations complémentaires organisées et continuer en fait son exploration de contenu. Ok. Donc, la page pilier, elle lui offre un endroit où il va retrouver l'ensemble des liens ou l'ensemble des possibilités de naviguer dans le cluster thématique, en fait. Oui, et donc c'est assez fermé, cloisonné, Ok. puisque tu vas rester sur une seule Seule thématique, un seul thématique. sujet, et de ne pas glisser sur une autre thématique. Si on prend ton exemple de machine d'emballage, si au sein de ton site, tu parles d'emballage, mais tu vas parler aussi d'un moment, je ne sais pas moi, de bateau, le Ouais. moteur de recherche, Il faut et séparer les deux, en fait. voilà, il faut vraiment séparer les deux d'un point de vue technique et d'un point de vue contenu pour vraiment que l'internaute et le moteur de recherche comprennent que tu es leader sur ton marché et D'accord. que tu fais vraiment du contenu thématique et que Et si que tu couvres l'ensemble du sujet et de toutes les questions possibles autour de cette thématique-là, quoi. exactement et que s'il y a vraiment un contenu à mettre en avant, ça sera le tien parce que tu parles de ton sujet sous différents Sous aspects. différents angles. Ok. Bon, ça c'est super intéressant, mais ce que ça m'inspire, c'est que du coup, quand on veut mettre en place ce type de stratégie, c'est quelque chose qui est un peu laborieux, donc qui est un peu plus compliqué que ce qu'on pouvait faire avant avec une arborescence toute simple. Donc ça veut dire là, il faut que je réfléchisse vraiment en partant de l'utilisateur, Oui, en posant toutes les questions, en faisant peut-être en termes de méthodo un schéma de mes clusters thématiques, en oui, les représentant avec les pages enfants, donc la page, comment dire, la page pilier au milieu et les pages enfants qui autour. gravite. Et du coup, à partir de là, je vais voir un petit peu quel compte, quand tu parlais d'inventaire un petit peu des contenus, c'est imaginer tous ces clusters thématiques, tous ces contenus, et puis et inventorier tout ce qui me manque. Et donc ça peut me donner en quelque sorte une sorte de ligne éditoriale ou de direction sur ce que j'ai à écrire sur les prochaines semaines, en fait. Absolument. Ok, donc il y a du boulot, quoi. Oui, oui, oui. Mais généralement, c'est sans fin, puisqu'en C'est sans fait, fin, ouais, parce qu'on passe son temps à l'optimiser, j'imagine, à séparer les thématiques des sous-thématiques, parce qu'on peut progressivement peut-être. Est-ce qu'il y a une taille maximum d'ailleurs sur un cluster thématique? Combien de pages, d'après pas, toi, devrait contenir un cluster thématique? il n'y a pas forcément de taille maximum. Après, d'un point de vue vraiment purement référencement, plus ton cluster sera fourni, mieux sera tes résultats en termes de D'accord. performance et de visibilité. Donc c'est quand même intéressant d'avoir déjà un certain nombre de pages. Trois, quatre pages, ça suffit pas quoi, sur un cluster. Il faut
faudra en soit tu produire ouais. beaucoup plus, quoi. Soit tu es vraiment dans un milieu d'ultra niche, donc ultra niché. Donc là, en fait, tu vas C'est avoir facile 4-5 pages, ça sera ouais. facile. Dès que tu arrives sur du milieu ouais, assez concurrentiel, il va falloir pousser avec 10, 15, 20 pages. Mais les sujets, donc il y a une partie où tu peux en fait trouver des sujets directement dans les outils qu'offrent les moteurs de recherche. Ouais. Après, l'approche par questionnement des clients ou questionnement même des commerciaux est une très bonne approche. Ok. Et donc, du coup, un outil comme le tien, il permet aussi peut-être du coup d'avoir un peu plus d'informations précises sur le type, sur la façon dont les internautes peuvent taper la question, c'est ça? Donc, l'outil va suggérer des idées possibles de mots-clés de l'entraîne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Alors, comment ça l'outil fonctionne? va pour une expression clé, va suggérer en fait un enrichissement sémantique, donc D'accord. des mots à utiliser en plus pour enrichir en fait le contenu pour qu'il atteigne les premières positions. Il va aussi également te proposer créer en fait une partie du cluster thématique et te proposer des sujets connexes qui vont venir Connexe. soutenir ta page, ton expression pilier qui est travaillée sur ta page pilier. Et comment tu fais ça en fait? C'est pareil, c'est de l'intelligence artificielle. Toi aussi, tu vas utiliser ces méthodes de machine learning pour aller. Comment tu Et, arrives à savoir ça avec l'outil? Enfin, je ne vais pas te demander la recette magique et l'algorithme, mais exact. ouais, Ouais. c'est quoi? C'est un algorithme qui va calculer tout ça que tu as mis au point, c'est ça? Exactement. En fait, ce qu'on fait quand tu tapes une expression clé dans le système, Mm. c'est que le système va aller chercher ce qu'on appelle des documents, des corpus sur Internet, va D'accord. les étudier et va en extraire en fait des sujets, des thématiques qui sont proches de ta Proche de celle thématique que principale. je recherche. Ok. Et donc, en fait, ça permet d'ouvrir tes contenus et de faire d'autres contenus pour ta page pilier et ainsi enrichir ton site. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça parce que ça nous impose, en tout cas, ça oblige les marketeurs et les gens qui produisent des contenus à être bons parce que finalement, il suffit pas non plus de produire simplement des pages avec des. Il faut que les contenus soient aussi intéressants et que les internautes les lisent. Tu t'as dit tout à l'heure que le temps passé était important par pour Google. Donc, si les personnes tombent sur mon cluster thématique mais repartent direct, c'est pas forcément non plus Oui, intéressant. Donc, ça veut dire que la qualité doit être au rendez-vous. Et ça, c'est plutôt, je trouve, une bonne nouvelle pour le marketing en général et surtout pour les prospects, les clients et les gens qui cherchent des infos sur Internet, quoi. mais je pense que en tout cas, le métier de SEO, je l'ai vu beaucoup évoluer en 10 ans, où il y a 10 ans, on pouvait créer, on n'était pas obligé d'être marketeur, on était obligé Mm. d'être technicien. Il fallait que Ouais. notre site soit compris par le moteur de recherche. Il Et suffisait de bidouiller un petit peu, quoi. oui, exactement, et de mettre des liens, et pas forcément beaucoup de contenu. Aujourd'hui, je pense que le SEO va évoluer et va évoluer plus vers ce qu'on appelle du content marketing. Ouais, c'est clair. Et, Mm. les stratégies de contenu vont être vraiment au centre vont être vraiment le nerf de la guerre pour demain. Parce qu'il faudra vraiment devenir la ressource experte pour que les lecteurs, les internautes reviennent consulter régulièrement le contenu produit par le site. Par le site. Ben, ça, c'est le super mot de la fin. Merci beaucoup, Anthony, pour cette conclusion. Le contenu est vraiment, vraiment très important. On n'arrête pas de le répéter, nous, chez Nil. Euh, je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez vous abonner à notre podcast. On est sur SoundCloud, on est sur iTunes, on est sur Podbean, on est sur blog.agencenil.com. Donc, on est un peu partout. N'hésitez pas à vous abonner et à partager avec nous les questions que vous aimeriez voir traitées. On peut essayer de trouver des invités qui répondent à ces questions. Le SEO en était une. On avait beaucoup de questions sur le SEO par rapport à nos échanges avec l'audience. Donc, n'hésitez pas et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci encore beaucoup, Anthony, et à très bientôt. À bientôt.